دي جي كلوب. رجعنا معكم في دي جي كلوب ومعنا توا انا انفيتي فرحانين برشا اللي هو معنا اليوم سي خالد بن دريس ديريكتور اسوسي ويفيو زاد بيتا كيوب وزاد لي سي تي او باكو موتورز. اهلا وسهلا بيك. Merci pour l'invitation. ساعة قبل ما نحكيو على ويفيو خاطر انت جيتنا اليوم على خاطر يا يو ان ايفينمون بون لي كيلكو موا من اللي صار مي سي انتيريسون لو كونتوني نتاعو ديجا من اللي حضرت فيه قلت لازم واحد من ويفيو يحضر باش يحكينا عليه اللي هو لو نو كود الليس كود سي كوا سا. لكن قبل ما نحكيو على هذا وعلى ويفيو ساعة خلينا نحكيو على سي خالد بن دريس شنو تعمل بالضبط. دونك قلنا ديريكتور اسوسيي بيتا كيوب. ديجا بيتا كيوب جاتنا مدام امال السعيدان في اخر بودكاست يا كيلكو بودكاست مش بعد برشا وحكيت لنا على بيتا كيوب rapidement pour ceux qui ne connaissent pas Beta Cube. Merci pour la question et pour l'invitation. Donc Beta Cube c'est un venture building. C'est l'écosystème des startups. Nous créons des startups avec les entrepreneurs, que ce soit de la diaspora ou en Tunisie, qui ont des idées qu'ils veulent concrétiser. Et c'est en même temps un programme de innovation qui sort de WeView. Et donc dans l'écosystème, on a été sous forme de studio, qu'on appelle ça, pour créer et aider les entrepreneurs à concrétiser leurs projets. Très bien, donc en tout cas, on vous invite à la le podcast اللي جات فيه Madame Amel Saïden, l'épisode 136 de DigiClub. Vous pouvez le trouver donc, كما قلت في SoundCloud. Vous pouvez le trouver aussi sur d'autres plateformes de podcasting, كما iTunes, كما Anrami, كما Spotify. Donc DigiClub épisode 136. Toi, tu as fait ce que fait BetaCube, ou شنو les plans futurs نتاع BetaCube. لكن زاد vous êtes le CTO de Baco Motors. اللي حكينا عليهم rapidement وقت مشينا لفيفاتك. Donc, rapidement, tu as Baco Motors. Voilà, mais Baco Motors, c'est le premier véhicule électrique en Tunisie, donc qui est destiné à essentiellement la première version au last mile, donc à la logistique. Et c'est Boubacar Siel, le fondateur. Voilà, donc Tahiyat Nali, où a été vraiment très entrepreneur. On a fêté un an du projet et c'est une des startups phares de BetaCube. Voilà. Et je fais le lien avec ce que fait WeView, on en parlera tout à l'heure. WeView, c'est un des axes stratégiques de business sur lequel elle travaille et la logistique. Voilà. Donc vous voyez la cohérence entre BetaCube et Baco Motors et WeView. Voilà. Très bien. نحن justement كان سألناك اليوم شكرا جزيلا اللي جيتنا اليوم c'est par rapport justement à WeView. به الناس اللي ما تعرفش WeView voilà, WeView est un cabinet international donc qui conseille ses clients et qui aide dans la mise en place de systèmes. Nous avons une ADN de conseil très très forte dans la finance et dans la logistique et aussi dans le digital. Nos clients sont partout dans le monde, donc nous avons au-delà de 300-400 projets depuis notre lancement. Nous sommes aujourd'hui WeView et 400 ingénieurs, essentiellement à Tunis. Donc nous sommes sur 5 pays. Donc la base est tunisienne, mais en même temps, lorsqu'elle a été créée et lancée, ça a été en même temps des projets à Tunis et en Europe. Donc nous avons une filiale à Paris, à Alger, à Dubaï et récemment à Abidjan. D'accord, donc déjà maintenant, elle a été fondée. Alors 1998, nous sommes 23 ans à peu près d'existence et de projets réussis. Avec nos 400 collaborateurs, nous avons essentiellement un marché, nous visons essentiellement le marché international. Donc, voilà. Très bien, donc il y a quelques mois, c'était fin juin que un événement في WeView. Vous avez signé un partenariat stratégique مع شركة سعودية وكان الموضوع هو le développement des compétences صلح لي كان أنا غلط في الدومين تاع no code low code and low code.
Voilà. C'est ça? Tout à fait. Nous avons lancé cette action stratégique et ce partenariat stratégique avec une entreprise phare en Arabie Saoudite qui s'appelle CodeLab. Et l'objectif, c'est de créer un centre de low-code sur la région, un des plus grands centres sur la région. Voilà, donc on en parlera tout à l'heure. Moi, je vais être un peu plus sur comme l'explication autour de low-code et le différencier par rapport au no-code. On en viendra en détail. Justement, merci beaucoup à mettre la transition. أنا كي سمعت قلت c'est quoi le low code et c'est quoi le no code يا أخي تنجم développer من غير كود توا نجم développer من غير code on le fait déjà hein, si vous avez Excel c'est que vous êtes en train de développer avec du sans code hein, donc pratiquement mais le besoin d'avoir des outils pour faciliter le développement est un besoin important depuis des années. Mais la technologie actuelle est tellement complexe que ça paraît un peu impossible de développer sans code. Ce qui se passe, c'est que le mouvement en lui-même, le besoin d'avoir des outils pour assister la phase du développement existe depuis très très longtemps, depuis les années 50, 1950. Carrément. Si on regarde, moi, j'ai déjà travaillé sur mon doctorat sur du Fortran. Et lorsqu'on écrit en Fortran, on écrit très peu de code et il y a derrière beaucoup de choses qui sont automatiquement générées et créées. Donc c'est un genre d'assistant dans le codage. Après, ça s'est compliqué de plus en plus. Hein. Donc les années 90, 1990 et un peu avant, il y avait le mouvement ce qu'on appelle les logiciels de quatrième génération, L4G. Il y avait un phénomène autour d'un logiciel qui s'appelle Gupta ou bien de Forms, Oracle, c'est très connu, où le développement, pareil, on développe des applications avec très peu de codage, entre guillemets, et ça crée des applications de gestion autour d'une base de données. سي خالد بن دريس tout ça c'est très bien لكن باش نسال انا سؤال نعتبره انا بتاع فهم ديجا اللي يسمعوا فينا واللي هما يسخلوها نتاع uniquement on va parler top technologie on parle de la top technologie ça c'est vrai mais quand même نحن نحاولوا نبسطوا المعلومه اللي ما يسمعش et donc la question اللي جاتني وقت اول ما تعرفت على اللو كود والنو كود في الكونفرنس دو بريس اللي اتعملت في ويفيو اول سؤال جاني معناها انا ما نعرفش نديفلوبي ما نعرفش شو معناها الكود نجم معناها نديفلوبي ونعمل une gestion مثلا خلينا نقولوا un logiciel نتاع gestion de réseau مثلا c'est possible? Alors je peux pas vous dire si c'est possible ou pas directement parce que tout dépendra des compétences existantes. Et je vais donner un exemple sur la gestion de réseau en lui-même. Hein. Donc si on revient un peu à la notion de développement d'un logiciel, ça s'inscrit dans un projet informatique. Et le développement, c'est une activité qui est précédée par plusieurs autres étapes par rapport à ça. Et si on se limite seulement à cette activité, on sait exactement ce qu'on veut, développer une application de gestion nécessite de mettre en place un savoir-faire et d'utiliser une base de données, de l'installer et de la paramétrer, de créer la base, de faire des requêtes spéciales pour extraire les données ou les ajouter, et ça c'est un langage qui s'appelle SQL, présenter ça à la partie web ou mobile, et ça c'est des langages qui sont autour de Java, PHP, .NET. Ensuite, lorsqu'il s'agit du web, d'exposer les informations au niveau de l'utilisateur final qui n'est pas informaticien et lui donner un écran simple, que ce soit web ou mobile. Si c'est du web, ça serait du HTML et JavaScript. Si c'est du mobile, ça serait du Flutter, par exemple, entre autres. Donc j'ai cité rapidement, et sans faire exprès, au moins 6 ou 7 langages. Et ça, c'est la façon traditionnelle de développer les applications. Certaines époques, il y a quelques années, le développeur doit maîtriser le tout et ce qu'on appelle full stack, ou bien certaines entreprises divisent en deux, il y a la partie back-end et la partie front-end qui sont des spécialistes différents. Maintenant,
je reviens à la question, désolé, hein, je suis un peu prends une réponse assez longue, mais pour mettre le cadre dans tout ça. Voilà. Donc c'est ça. Donc maintenant, ça c'est la façon traditionnelle de faire. Et vous imaginez, pour que quelqu'un arrive à maîtriser ces 6 ou 7 langages, il faudrait qu'il ait plusieurs mois, pour ne pas dire années d'expérience. Et derrière, il y a de la logique. Il faut que ce soit optimisé, il faut que ce soit réutilisable et ainsi de suite. Donc cet esprit d'ingénierie est important pour faire la façon classique. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Développer un gestion de stock peut prendre, par exemple, disons, allez, 3 mois pour le faire. Maintenant, dans la brèche, s'installent certains outils. Alors, tous ceux que j'ai cités, HTML, JavaScript, c'est des outils. Et le projet lui-même, l'utilisation d'outils dans la phase de développement nécessite des experts. Pour le low-code, ou le no-code, entre guillemets, je donnerai un peu la différence entre les deux, c'est de dire, est-ce qu'il y a un outil qui me permet d'aller plus vite, plus sûr, sur certains types de projets, pas tous, d'accord. Et donc, dire que je ne peux pas, je peux développer sans avoir de connaissances techniques, c'est entre guillemets un peu difficile, parce que même si vous utilisez un outil qui va vous aider à aller vite, il faudrait avoir la notion de base sur qu'est-ce qui se passe derrière, behind, qu'est-ce qu'il y a derrière. Quand je crée un écran, les données, elles vont où? Dans un fichier ou dans une base de données? Est-ce que les étapes, les couches entre la recherche et l'exposition entre une page et une autre? Voilà, donc il faut un minimum de background technique pour comprendre qu'est-ce qui se passe derrière. Maintenant, si vous avez cette vision, cette expérience et que vous avez un outil qui vous aide à aller vite, oui, vous pouvez développer. Voilà, donc c'est je veux dire, j'ai mis une condition pour ne pas dire que le citizen developer va être demain qui court les rues et que quelqu'un qui n'a fait aucun background technique peut venir dans la salle et commencer à faire du développement. معناها كنحاول نبسطها بطريقة very reductive. معناها le low code et le no code ينقص لي l'exigence نتاع المرشي أن يكون عندي de l'expérience dans le développement logiciel. Alors, le no code, c'est une tendance comme les briques de logo pour faire des applications. Déjà, le no-code, c'est que j'ai une interface logicielle. Ouais. Je coche une case 2, 3, il me crée le logiciel. C'est comme ça le no-code? Le no-code, il y a cette partie, mais aussi il y a le drag and drop et je crée une interface. Voilà, une fonctionnalité drag and drop et ça me crée le logiciel. Ou des choses qui sont déjà prêtes et je les mets ensemble. Je fais avec Zapier ou autre des outils, je fais de l'automatisation. Quand un email m'arrive sur ma boîte aux lettres, j'ai un outil qui me permet d'envoyer une réponse, ainsi de suite. Donc tout ça, on est dans du no-code. Il n'y a pas besoin de codage. Et à ce moment-là, vous voyez que quand il n'y a pas besoin vraiment de codage, les choses qui peuvent être faites sont assez limitées. Donc, parce que tout a été préconfiguré avant. Et le mouvement aujourd'hui, c'est qu'on augmente de plus en plus la quantité de choses prêtes pour pouvoir créer ces briques de logo. Si vous avez aujourd'hui, prenez sans citer de marque, pour un enfant, vous achetez du logo. Si vous achetez 200 pièces, il peut faire quelque chose. Si vous achetez 2000 pièces, il peut faire un train qui tourne. Alors, donc, quel est le bénéfice? Voilà. Le bénéfice pour qui? C'est ça le problème, parce qu'il faut revenir maintenant pourquoi on le fait et pourquoi on le maintient. Le no-code, le mouvement que j'observe actuellement, il est destiné aux freelance essentiellement, aux petites entreprises, aux structures qui n'ont pas d'IT. Et derrière, c'est des solutions cloud et il faut payer quelqu'un. C'est-à-dire, au lieu de payer l'équipe de développement pour réaliser, on va payer la plateforme avec un abonnement au nombre d'utilisateurs. Voilà, donc c'est un win-win. Je vous donne des outils de productivité que vous pouvez manager vous-même rapidement, mais en même temps, vous avez un abonnement chez moi. Ça, c'est le mouvement no-code. Et là, on voit la limite, c'est que pour les grandes entreprises, les banques, les télécoms et autres, c'est
dans un petit département possible, mais ça crée ce qu'on appelle du shadow IT. C'est quelque chose que les directeurs informatiques n'aiment pas du tout. Quelqu'un qui manipule des données, donc personne n'est au courant. Et là où se situe notre centre WeView avec CodeLab et la vision qu'on a mis nous, c'est que comme le besoin en expert en Java ou en PHP ou en Angular ou React ou d'autres, on a besoin encore de ces ressources, au lieu qu'ils passent leur temps à recréer la gestion des utilisateurs, à recréer des interfaces bêtes et méchantes qui sont de ajouter un utilisateur, enlever un utilisateur et tout, bah on se dote d'outils qui sont dans le mouvement low code. Quand on dit low code, ça veut dire je diminue la quantité de code, mais je ne l'élimine pas. J'ai toujours besoin d'experts et de spécialistes qui maîtrisent la plateforme mais qui maîtrisent aussi les technologies de base. Voilà. Donc aujourd'hui, quand je développe une application avec l'outil, par exemple, interne de WeView qui s'appelle Mailcart, on est à peu près 30%, 40% de temps non, c'est le temps. Si je fais la gestion de réseau en 100 jours, ben je le ferai en 30-40 jours c'est optimiser les ressources. Optimiser les ressources de développement. Maintenant, le projet en lui-même, c'est un projet et c'est là où WeView s'intéresse au sujet, c'est que ça donne de la valeur aux autres métiers, qui sont les métiers d'analyste, nous sommes le métier de chef de projet, d'optimisation, de tests et autres, qui font partie du projet informatique. Le projet informatique, c'est un projet qui comporte plusieurs activités dans le développement. Je ne sais pas si c'est clair. Je vais faire l'avocat du diable. Bien sûr. D'accord. Ok. J'ai un client, acheté logiciel. Je vais développer le logiciel. D'accord. D'accord. بعدها نعملوا باللو كود بالنو كود واحد يديفلوبي فول تايم هذاك اموري انا خلينا نقول داكوردو باهي ليسونسيال سي كو الاوت كام في الاخر اللوجيسيال يكون تحفون ويخدم وسيكوريزي وكل شيء si j'opte pour le low code والا le no code si j'ai bien compris نولي انا j'optimise les heures et les jours de développement باش نخلي أكثر وقت pour le testing, pour le volet sécuritaire de l'application qu'elle livre à temps. Ou elle, ça va juste me permettre de facturer un petit peu plus sur les autres services et les autres métiers. Alors, c'est une question. Non, tout à fait. C'est une très bonne question et je vous remercie de la poser crue comme ça. Donc, c'est ma spécialité. Non, tout à fait. Et c'est pour cela, d'ailleurs, comme je vous ai dit, moi, je sors pas beaucoup en presse, mais pour vous, j'ai adoré que vous m'appelez pour ce podcast. C'est le plaisir. Alors, très très simple. WeView a 24 ans d'expérience et elle a compris un seul sujet, tout seul, c'est le client a des besoins et nous sommes là pour répondre à ces besoins. Et c'est-à-dire qu'on est orienté client, orienté conseil au client. Et si le low-code ne correspond pas à ce qu'il veut, on va lui dire dès le premier jour. Donc, on ne va pas faire du low-code indépendamment des besoins clients. Donc ça, c'est un point important sur lequel je dois insister. Maintenant, je reviens à votre question sur pourquoi on va faire du low-code. Premièrement, on le fait parce qu'on constate, et pas nous, donc l'Institut des projets dans le monde, constate qu'il y a un problème dans les gestions de projets informatiques et dans les projets informatiques. Vous savez combien de projets informatiques réussissent? Quel est le pourcentage de réussite? De donner un chiffre. 5%, 10%. Alors, un peu plus. Je suis rabat-joie. Voilà. Un peu plus. On parle de 21% de projets informatiques qui réussissent. 21%. Lorsqu'on dit projet informatique, justement, c'est que معناها نمشي في مخي بروجي تاع ترانسفورماسيون ديجيتال اللي هو سان شانتي كبير على الاخر ولا نقصد بها
transformation, projet informatique, le développement d'un logiciel spécifique. Il faut préciser. Voilà. Dans le digital ou la transformation digitale, c'est au-delà du logiciel lui-même. Hein, c'est transformer toute l'entreprise, mais outiller les collaborateurs pour qu'ils deviennent productifs. Et pour les outiller, on va leur donner des outils informatiques. Et donc, on va développer des solutions. Pas une seule, plusieurs solutions. Et donc, le grand projet de transformation digitale va comporter un portefeuille de projets informatiques. Et c'est ces projets-là informatiques, de la réalisation, où si on définit la réussite, c'est d'être dans le budget et d'être dans le temps. 79% des projets informatiques sont des échecs. Et du coup, pourquoi ? La question est pourquoi. C'est dû à quoi? Voilà. Alors, c'est les 5 principales raisons, hein, donc j'ai noté ici pour ne pas se tromper. Incompréhension du besoin du client, manque de visibilité du besoin, manque d'implication des parties prenantes. Incompréhension du besoin du client. Incompréhension du besoin du client. On comprend pas ce qu'il dit. On lui dit ok, j'ai compris. Après, je reviens 2 mois après et lui dit c'est pas ça. Donc ça, c'est très classique chez le client. Manque de visibilité sur les besoins et les autres besoins qui vont venir après. Je vais revenir, noter les points et après on va revenir. Manque d'implication des parties prenantes, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas au cours du projet d'impliquer tout le monde, les business, les décideurs, les CEO, ainsi de suite, quoi. Problématique technique, ça vient en 4e point, et ressources surchargées en 5e point. Donc vous voyez que les 3 premiers points sont des points qui sont la capacité de l'équipe de gestion projet à impliquer et à comprendre le besoin client. Et c'est là où vient le low-code. Pourquoi? Parce que dans l'approche qu'on a mis chez WeView et qui va se généraliser, je pense, dans le monde, nous sommes early stage. Hein, aujourd'hui, dans le monde, ça commence. Hein, on parle de 2025 à 70% de projets en low-code, d'après le Gartner, donc 2025, dans quelques années. Et il parlait de 2023 de 25%, donc de projets faits en low-code. Donc il y a une tendance de fond qui se fait. Je reviens un peu comment on va résoudre cette problématique de compréhension du besoin client, d'implication des parties prenantes. Quand j'ai un outil qui me permet de développer rapidement, ça veut dire que de livrer et de montrer au client rapidement. Imaginez maintenant, vous avez un immeuble tel que celui-là et vous allez attendre 2 ans pour voir comment ça a été découpé, quelles sont les chambres, où se trouvent les différentes facilités et tout. Après, vous allez arriver à dire c'est pas ça que j'ai demandé. Alors que si vous le voyez rapidement, c'est-à-dire que vous avez un outil qui vous permet de créer les interfaces, de faire les workflows, les étapes et de montrer très rapidement au client, lui disant voilà ce qu'on a fait comme atelier hier ou avant-hier, voilà les quelques écrans, est-ce que c'est ça ou pas? Il va vous dire non, ce champ-là, je veux le défalquer en 2 parties, ce champ-là, je veux qu'il soit paramétrable et ainsi de suite. Donc c'est le fait que ça soit très rapide, un preview le logiciel ou les fonctionnalités et tu optimises أكثر. Et tu captes le besoin du client parce que le client en général, les étapes classiques c'est quoi? C'est que je reste avec le client, je l'écoute, j'écris un document Word ou PowerPoint et je lui dis voilà ce que vous avez demandé, voilà le découpage de l'écran et après il me dit non c'est pas ça, il va revenir, ça prend 2 mois ou 1 mois pour comprendre le truc. Entre-temps, et lui il a commencé à perdre l'idée même ou changer d'idée. 2 mois après, vous lui ramenez l'écran qu'il a discuté avec toi il y a 4 mois, il lui dit non, c'est pas ça que je demandais. Alors là, avec le low-code et les ateliers qui sont des outils, c'est pas une finalité, c'est un outil. C'est avec ces outils, vous vous mettez en condition réelle, on ne parle pas de preview, on parle de conditions réelles, de solutions qui sera implémentée et vous allez baliser les écrans, baliser le workflow et les étapes et dès qu'il donne son go, là vous appelez l'équipe informatique pour faire le câblage entre si je touche ici, qu'est-ce qui se passe, ainsi de suite, s'il y a des calculs qu'il faut faire derrière en code classique, on va les faire, s'il y a une API qu'on va appeler, on va l'acheter et la consommer et ainsi de suite. Voilà. Donc le côté
facilité de discuter avec le client. Et donc là, les 3 premiers points, on les a éliminés dans les échecs de trucs. Donc en fait, avec le low-code et le low-code ou la no-code, c'est un Alors moi, je suis pour le low-code parce que il y a toujours besoin de spécifique. Je parle dans le monde spécifique, je ne parle pas dans le monde de l'ERP et tout. C'est du spécifique. Donc si je compte sur quelqu'un d'autre pour me préparer toutes les étagères, il restera toujours un cas qui ne marche pas et je vais dépendre de lui. Le low-code, c'est entre les mains d'experts qui peuvent customiser et créer le code qu'il faut. D'accord. Donc ça répond à l'incompréhension, la visibilité du métier et le manque d'implication. Le manque d'implication. Voilà. Mais la problématique technique, ressources surchargées, باش نخلطوا باش نحكيو عليه. لكن بعد نعملوا une petite pause et on revient tout de suite. DJ Club. رجعنا معكم في دي جي كلوب. دونك قبل لا بوز كنا نحكيو مع سي خالد بن دريس كي ديريكتور اسوسيي ويفيو. فات عندك برشا حاجات بليزيور شابو مي نحن ركزنا على ويفيو puisque ويفيو elle a lancé, c'est pas elle a lancé, mais elle a signé dernièrement un partenariat avec une entreprise saoudienne pour lancer le No Code Lab هنا في تونس. et donc قبل لا بوز حكينا على شنو هو النو كود شنو هو اللو كود. زاد حكينا على شنو هما لي تشالنج الكبار يتعرضوا اي بروجي انفورماتيك اللي يخليوه ينجم يتيح في الماء. قلنا كاريمون plus de 70% de probabilité يكون ان échec فيه. et les 5 raisons majeures المعروفين, c'est l'incompréhension du besoin, le manque de visibilité, le manque d'implication par les différents départements dans une entreprise, enfin une problématique technique et les ressources يكونوا surchargées. نحن حكينا قبل la pause على كيفاش انه le low code, le no code, mais c'est surtout le low code, il سهل علينا ولا il nous évite les 3 grands challenges اللي هي l'incompréhension du besoin, puisque le low code نجم تجيب une interface déjà presque prête في وقت ضيق et du coup توري لهم ساعتها باش يقول oui ça va pas ممكن نحب هذه اكثر. زاد ça répond au challenge numéro 2 اللي هو le manque de visibilité, donc qui تجيب l'interface واللي se projette plus rapidement dans le futur وتولي تنجم ترد l'interface ou le logiciel plus évolutif lors du développement, de son développement. Il y a aussi le manque d'implication, donc le low code يخلي انه كي تجيب l'interface plus ou moins حاضره en bêta rapidement et où chaque département de l'entreprise يعطي رايه فيها, et donc du coup ça implique tout le monde. ولكن ما قلناش كيفاش هذا ça peut répondre aussi à la problématique technique et aussi aux ressources surchargées. Voilà, tout à fait. Côté technique, si je le prends et je le présente un peu clairement, depuis le début de l'informatique, il y a eu toujours des rétrospectives par rapport à ce qui a été réalisé pour donner des recommandations, ce qu'on appelle des design patterns, comment architecturer une application, que ce soit web ou mobile ou même client-serveur avant, et qu'elle soit maintenable, qu'elle soit de qualité, performante, ainsi de suite. Donc il y a des architectes techniques donc, qui disent il faut faire ainsi. Il y a le 3 tiers, il y a les microservices aujourd'hui, il y a différentes façons de le faire. Ce savoir-faire est assez exigeant et nécessite de l'expertise. Le low-code, les plateformes low-code, souvent arrivent avec ces design patterns déjà implémentés et déjà mis en œuvre. Et celui qui va utiliser la plateforme, il va avoir le nécessaire pour développer une application. Mais quand il la développe, il se trouve dans ce cadre bien ficelé d'architecture. Donc du coup, de point de vue problématique technique, classique, sécurité, performance, interopérabilité et tout, on trouve que ces sujets ont été déjà traités dans la plateforme. Donc quand j'utilise une plateforme low-code, je suis en tant que décideur, je suis rassuré puisque je ne suis pas à la merci de quelqu'un qui a mal architecturé son application. Ça, donc, on répond au 4e souci dans les projets informatiques. Et en ce qui concerne les ressources surchargées, avec cet outil
qui est une plateforme qui comporte le développement, qui comporte le preview de la solution, c'est-à-dire que dans la même plateforme aujourd'hui low code qu'on trouve, on trouve comment je développe, mais aussi j'appuie sur un bouton et l'application est déployée en environnement de test ou en environnement de production, et ce qu'on appelle maintenant le mouvement DevOps. Donc on va servir ce mouvement pour lier les développements et les opérations. Et donc du coup, j'ai pas besoin de trop de temps et de trop de ressources pour réaliser un projet. D'accord, je pense que c'est clair. Mais là, on a parlé que des... on voit que des avantages. C'est pas des avantages, c'est avantages. Que du positif. Mais il n'y a pas d'inconvénient, j'aime là. Alors, tout a un inconvénient. L'équation, c'est pas une équation où je gagne à 100% ou je perds à 100%. C'est-à-dire, c'est une équation et c'est des choix stratégiques. Aujourd'hui, le développement classique existe. On peut recruter les ressources, si on les trouve, parce qu'aujourd'hui, il y a une rareté à l'échelle internationale de ces ressources. Ou bien prendre un outil tel que le low-code avec ses avantages et ses inconvénients. Parmi les inconvénients, on va trouver aussi qu'on va réduire les possibilités sur le logiciel. Donc, avec le low-code, on peut faire un certain type de projet. D'autres, on ne peut pas les faire. Aujourd'hui, il n'y a pas de standard. Il n'y a pas dans le monde un standard qui dit qu'est-ce que c'est un low-code. Donc, si on trouve c'est à tel ou tel fournisseur, on va se trouver avec sa façon de faire. Et donc, si j'ai investi dans sa plateforme, il faut que je choisisse bien en fonction de sa pérennité. Il ne faut pas que je me trompe. Je vais vivre avec lui pendant des années puisque je ne peux pas migrer ailleurs. C'est le début du cloud, si vous vous rappelez. Et il y a quelques années, aujourd'hui, le multi-cloud commence, la migration entre le cloud avec du Docker et des trucs comme ça, on peut commencer à aller. Donc, il y a ce côté-là. Il y a un inconvénient aussi important pour les projets, c'est que on est souvent en location, donc en mode SaaS. Les plateformes sont un type de particulier de cloud qui s'appelle Platform as a Service, PaaS, et ces plateformes sont payantes et ils vous font gagner du temps, mais ils vous font payer une partie de ce temps. Donc il faut payer, c'est pas n'importe qui peut se positionner sur ça, d'où la réponse de Weavio par rapport à ça. Nous avons notre plateforme interne qui permet de faire du low-code et qui est très performante, mais on vise un certain type de marché où le coût de licence est difficilement supportable. Donc l'Afrique, la Tunisie est dans l'Afrique. Et sur certains pays qui ont les moyens de se payer, les Rolls-Royce sont en des guillemets. Justement, j'allais poser la question en termes d'opportunités pour la Tunisie. Le fait qu'on soit sur un marché اللي هو يحب مركز فلوس خلينا نقولوا, et c'est le marché africain. Donc et le fait que la Tunisie est proche de ces marchés qui peuvent se permettre la Rolls-Royce, est-ce qu'on peut dire que c'est une opportunité pour la Tunisie? Alors, chaque phase de l'histoire de l'IT qui est assez courte. Maintenant, avant on parle d'informatisation, après on a parlé numérisation, maintenant le buzz c'est digitalisation, mais on parle dans le même sujet des besoins d'automatiser des travaux, de rendre le collaborateur actif, de mettre en commun le savoir-faire au sein de l'entreprise et d'automatiser certaines tâches. Ce besoin, il est mondial. Aujourd'hui, la demande est importante. Il y a eu le passage à l'an 2000, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, qui a pris beaucoup de temps, qui a empêché de moderniser les applications avant 2000. Il y a eu la crise 2008, pareil, qui a empêché de moderniser. Il y a les phénomènes d'ubérisation et tous les décideurs ont peur de se faire ubériser. Du coup, on se rue sur le digital, à raison et à tort. Et du coup, ça crée une demande énorme pour les ressources IT. Et fameux le Covid. Et le Covid, récente, voilà. Alors, it was a turning point. Tout à fait. Et le Covid est là. Et ce que je peux dire aujourd'hui, que le besoin de digitalisation existe. Il va falloir le servir. Avec les ressources et la capacité des universités à produire des ingénieurs
très très limité. On va pas arriver si on compte seulement sur les ingénieurs qui sortent des écoles d'ingénieurs dans le monde. Le low-code, il va venir, il va dire vous avez des ressources telles qu'en Tunisie, des scientifiques. Vous savez qu'en Tunisie, on adore les maths et que les classements se font au bac. Je suis désolé, j'aime pas. Oui, tout à fait. Mais par rapport au classement, ainsi de suite, on va trouver beaucoup de filières mathématiques en Tunisie qui ramènent vers l'ingénieur, mais d'autres qui ramènent les mêmes personnes parce qu'il a eu un petit virgule moins au bac et il va se trouver en biologie, ou va trouver autre en mécanique ou autre, alors qu'il a une CPU dans sa tête extraordinaire. Aujourd'hui, on prend ces gens-là, on les transforme via le no-code, parce que l'expertise pour atteindre, ce n'est plus 5 ans d'ingénieur, ça peut être quelques mois pour le transformer et le rendre opérationnel effectivement sur des plateformes low-code. Et là, le tour est joué. Mais là, pour quelqu'un اللي هو نعتبر روحي أنا فشلوا في النظام الدراسي التونسي واللي هما يكرهوا المات، كان انا نحب نعمل الترانسفورماسيون تاعي نولي نخدم في النو كود واللو كود مع ويفيو. عندي بلاصه ولا؟ Alors, je crois que marhaba bik, c'est pas, il y a pas de comment dire, vous avez réussi à créer tout ça. Hein. Moi, je dis. C'est grâce à l'effort aussi de tous ceux qui sont avec moi. Voilà, donc c'est déjà une réussite en elle-même. Pas pour vous dire quelque chose, mais personnellement, moi, je suis pas informaticien, donc j'ai jamais fait d'informatique. Donc, c'est bien. Bon, j'ai fait une école d'ingénieur, hein, l'école centrale de Lyon, mais j'ai jamais eu de cours en informatique pour devenir informaticien. Donc, mais c'est la passion, c'est la passion. شنو هما les prérequis؟ خاطر c'est une des questions اللي حبيت نسألهم. Quels sont les prérequis؟ أنا نسمع فيك توا في البودكاست. Je vois une opportunité نتاع c'est le futur. Et d'ailleurs j'aimerais bien poser la question كما قلت le cycle est très très rapide توا في les évolutions technologiques. Ça va rester longtemps, voilà, ça va être ouais. Mais avant ça, أنا نشوف فما une opportunité تاع فلوس. باش نقعدش بطال باش نقعدش في dans un métier اللي هو باش يموت bientôt. ونحب نعمل التبديل نتاعي هذا ونعمل du low code du no code. Quels sont les prérequis? Je dois être ingénieur, je dois avoir un minimum de savoir-faire في le développement, je dois être un technicien. مرحبا بي حتى لو كان متطرد من القرايه. شنو هو le niveau basique? Alors, pour répondre clairement sur le sujet, premier prérequis, c'est la logique. C'est avoir une logique entre guillemets scientifique. Donc, et il y a pour se tester, il y a beaucoup d'endroits où tester la logique. Si quelqu'un il a une vraie capacité à résoudre des problèmes, ce qui lui reste, c'est de la patience et du travail. C'est apprendre un langage tel que HTML, un web ou ainsi de suite, c'est la mer à boire. C'est pas la mer à boire pour quelqu'un qui a une bonne logique. Voilà, et la volonté, la passion de vouloir. Aujourd'hui, dans nos équipes, déjà la nouvelle, c'est qu'on dépasse les 25 personnes, hein, donc déjà depuis juin sur ce centre, et on est sur des projets très très important au Moyen-Orient si moi je veux intégrer le no-code lab, qu'est-ce que je dois faire? Je dois contacter WeView? Alors, pas spécialement, mais on peut vous aiguiller. Nous, on est en train de préparer un low-code academy. C'est pas encore, c'est dans les cartons, on est en train de regarder. Mais pour les projets classiques chez WeView, le niveau exigé était autour d'ingénieurs. Actuellement, nous avons des équipes en licence et qui sont très très performants par rapport à ça. Donc voilà, donc on est en train et il y a quelques années, on a créé WeView Academy où on a transformé certains. On est allé à l'ABNEC, on a pris une liste de chômeurs longue durée et on a fait un parcours de 6 mois pour les transformer. Et certains d'entre eux
nombreux sont là. Donc certains sont partis en France. Donc voilà, pour vous dire que c'était... nous, on voulait qu'il reste chez nous, mais qu'il parte et qu'il travaille en France. C'est une fierté pour notre programme, puisqu'il a réussi à transformer des personnes qui étaient en difficulté vers des ingénieurs internationaux. Très bien. Dernière question. Vous pensez que ça va rester le no-code? Voilà, c'est fashionable. On parle de no-code, de low-code et que disons que le niveau d'investissement qu'on a mis chez WeView ne me permet pas en direct. C'est un investissement conséquent quand même. Oui, voilà, je ne me permets pas aujourd'hui de dire non. Et aussi, si je le dis oui, il ne faut pas me croire sur parole. Alors, la vérité est qu'aujourd'hui, les outils sont là et c'est des outils qui sont performants et stables. Et qui font gagner de l'argent dans le sens où ça réduit les frais et ça réduit les échecs. On a 75% échecs, ça réduit ça. Donc, rien qu'en soi, exactement. C'est un bon investissement. Et là, je viens de sortir d'un projet, de finir d'un projet réalisé en Tunisie, donc pour un des ministères aujourd'hui. On a réussi quand même, personne ne croyait qu'on allait le terminer, vu le nombre, il y a à peu près 300 écrans, 10 workflows, donc des étapes compliquées, avec 12 rôles différents. Tout à l'heure, je parlais de l'implication des vis-à-vis des personnes. Il y a 12 rôles, c'est-à-dire qu'il y a le directeur, il y a celui qui valide, il y a l'utilisateur et tout. Et faire travailler ça en moins de 5 mois, réussir un projet de cette taille, sans notre outil de mail-carte de low-code, ça aurait jamais été possible. Khaled Bendriss, directeur associé WeView, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation au le no-code ou le low-code. Je pense que sur Internet, il y a toutes les ressources. C'est quoi le low-code et le no-code? L'interview l'importance d'un point de vue stratégique pour une entreprise comme WeView. Cette tendance-là qui fait que elle peut réduire justement les échecs d'un projet. Tu investis باش فلوس دابا المارشي باش في الاخر تخسر المارشي هذاك وتزيد تخسر عليه الفلوس زاد ماهيش حل. En tout cas اللي تسمعوا فينا تحبوا تعرفوا اكثر على WeView, vous pouvez bien entendu aller sur weview.com, ça s'écrit WEVIOO بالفرنسي EVIOO.com et vous allez avoir toutes les informations. وعلاش لا ان شاء الله وقتها تخرج No Code Academy هذايا, علاش لا تلقاو l'information, علاش لا زاده les personnes qui veulent faire leur transformation تاعهم هما في الميتي يمشيو يقراو ان شاء الله bientôt عندكم انتوما. سي خالد بن دريس, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. Merci. DJ Club.